Donc, Jamal Zeglash Jamal est professeur à Télécom Sud Paris. Il est directeur du département RS2M, qui doit vouloir dire réseau système multimédia, c'est ça les 2M, c'est ça? Quelque chose de ce genre-là, voilà. Ses activités de recherche portent sur la gestion des ressources dans les réseaux mobiles et des infrastructures de télécommunications et informatique. Donc c'est une recherche avec une prise en compte de leur évolution et architecture. Et ces dernières années, donc Jamal a exploré la programmabilité de ces réseaux ainsi que leur virtualisation et partage, et puis s'intéresse au contrôle de ces réseaux, à la configuration dynamique et instantiation avec l'émergence et l'introduction de réseaux logiciels et de l'informatique en nuage. Donc évidemment, une autre manière d'appeler le cloud. Ou informatique dématérialisée. Avant cela, ou je dirais pendant cela, pendant quelques années, Jamal a aussi été directeur de la recherche et de la formation doctorale, c'est ça, de Télécom Sud Paris, jusqu'à très récemment, jusqu'à fin 2013. Voilà. Jamal, à toi la parole. Merci. Merci et bonjour. Donc effectivement, la présentation sera une présentation chapeau d'une part, mais elle sera aussi singulière et spécifique d'autre part. Donc là, oui, il faut l'ouvrir. Ok, merci. Très bien. La visionneuse. Okay. Alors moi, je suis encore très archaïque, j'utilise vraiment la souris et pas du tout les touches à effleurement. Ok. Donc, on va parler de l'analyse et de la modélisation des grands réseaux et systèmes. Comme c'est aussi des systèmes complexes, on va commencer par donner une définition des systèmes complexes. Donc, qu'est-ce qu'un système complexe? Une définition parmi tant d'autres, puisqu'il n'y a pas de consensus sur une définition unique. Mais c'est un ensemble d'entités qui sont distribuées, autonomes, avec des interactions qui sont non déterministes et donc ont besoin d'être caractérisées de par leurs relations, leurs statistiques et leur comportement stochastique en général. Alors c'est caractérisé par l'ensemble est caractérisé par sa dynamique et sa grande taille, et il est typiquement représenté par un graphe qui comprend des nœuds et des liens, sachant que les liens vont caractériser les relations qui existent entre ces nœuds, sachant que cette représentation s'applique aussi bien à des personnes, des relations entre personnes, des relations entre entités ou dispositifs, entités de réseau ou dispositifs dans des réseaux mobiles ad hoc ou Internet des objets par exemple. Et voici des exemples de grands réseaux de grande taille qui sont aussi des systèmes complexes, les réseaux de transport, les réseaux sociaux, tous les réseaux en fait et systèmes qui sont auto-organisés sont aussi des réseaux complexes, sachant que l'auto-organisation et l'auto-réparation et l'autocontrôle sont aussi des éléments qui peuvent aider à maîtriser des systèmes complexes en passant. Il est difficile de les modéliser et de les simuler en général. Alors, la même chose s'applique pour le contrôle. Et le contrôle consiste en fait à définir et mettre en place des règles au niveau des entités du système complexe pour le faire évoluer d'une certaine manière dans un sens donné pour atteindre un objectif. Et c'est ce contrôle et ce pilotage qui est aussi un défi. Alors je vais spécialiser la description et la présentation des systèmes complexes vers une vue réseau, puisqu'on parle des réseaux de grande taille. Et je veux aussi prendre en compte les évolutions qui sont attendues dans les réseaux, parce qu'ils vont accroître la complexité. Alors si on regarde traditionnellement, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, bon, les sources de la complexité, c'est la taille, la très grande taille de cette infrastructure ou de ce réseau,
sa dynamique, la densité, sa structure, et il est sujet à des pannes et des dégradations. Il écoule des flux applicatifs, mais les flux multimédia sont de plus en plus prépondérants, les contenus en particulier. La manière dont on gère et on traite les flux multimédia et les contenus ont une influence aussi sur cette complexité entre en fait, les applicatifs en surcouche sur l'ensemble de ces réseaux. Alors la mobilité des terminaux et utilisateurs aussi ont un impact et participent à cette complexité, mais aujourd'hui elle se trouve aux extrémités de ce grand réseau. Et on verra qu'en réalité, ce grand réseau va aussi avoir lui-même une mobilité interne qui ne va pas simplifier du tout les choses. Hétérogénéité des technologies, c'est le quotidien en fait des grands réseaux, tout est hétérogène, et aussi bien les architectures, les interfaces, il y a des domaines impliqués toujours dans un réseau de grande taille, et ces domaines sont régis, gouvernés par des acteurs différents qui collaborent ou pas du tout. Et la démarche classique, c'est de les dimensionner, de les planifier, d'en faire l'optimisation comme toujours. On les surdimensionne aussi pour pouvoir justement gérer cette variabilité, cette complexité et cette incertitude et cet aspect non déterministe de l'environnement que l'on doit soutenir et traiter. Et c'est comme ça on planifie en fait les extensions du réseau. Maintenant, si on regarde quelles sont les nouvelles sources qui affectent beaucoup plus les réseaux de grande taille, c'est la distribution de contenu. La distribution de contenu a beaucoup évolué, il y a du placement optimal, on stocke, on fait du caching, du traitement, donc on intervient beaucoup au niveau de la surcouche, et les liens entre les informations ou les contenus sont aussi importants. Et ils sont pris en compte au niveau applicatif et en overlay sur le réseau, peut-être un peu moins sur le réseau aujourd'hui. Les réseaux sociaux, même effet, nouvelle source de complexité. Les relations dans le graphe social sont importantes, dominantes, et il faut les prendre en compte dans le réseau. Bien sûr, les objets communicants, les capteurs, les actionneurs, l'Internet des objets, tout ce qui est machine to machine, va tout simplement accroître la taille et l'ensemble des choses à traiter, même si éventuellement elles sont localisées et sur la périphérie en général. Mais si on commence à regarder le monitoring et les mesures, bon, c'est aussi incarné dans le réseau. Donc on voit qu'il y a aussi une dimension ici qui va rentrer en jeu dans la complexité globale du réseau. Et on doit échanger des informations de manière relativement parcimonieuse et de l'ensemble de ces informations collectées pour éviter justement de surcharger le réseau. Et on voit donc qu'il y a des interactions multiples qui sont multiniveaux, multi-échelles, et il y a un ensemble de vues qui vont être différentes dans un réseau de grande taille, au niveau applicatif, au niveau réseau, et dans les couches même du réseau et au fur et à mesure que l'on descend dans l'architecture, on va avoir des vues tout à fait différentes, locales avec des phénomènes locaux, et ensuite au fur et à mesure qu'on remonte dans la hiérarchie, on aura une vue de plus en plus globale, partielle, et finalement la plus globale possible, mais celle qui compte, c'est celle qui peut avoir le contrôle et la configuration dynamique de ce réseau. Alors, qu'est-ce qui va arriver en plus de tout ce qu'on connaît déjà? C'est l'émergence en fait des réseaux logiciels. On virtualise des infrastructures, des grandes infrastructures aujourd'hui pour les partager, et on sait le faire pour l'informatique et l'informatique en nuage, et on offre des services à la demande, mais c'est dans des grands centres de calcul, mais c'est pas dans un réseau étendu et un réseau de grande taille, sachant qu'un centre de calcul est lui-même un réseau de grande taille. Hein. Bon, alors l'évolution et la virtualisation des infrastructures est en train d'intégrer aujourd'hui aussi
la virtualisation des réseaux en eux-mêmes. Donc, les ressources et services réseau seront elles-mêmes virtualisées. Pourquoi? Ben, tout simplement pour pouvoir les partager, mais si on les partage, il faut aussi les organiser, les contrôler et les gérer. Et il y a aussi l'émergence des réseaux logiciels et la virtualisation des fonctions réseau. C'est-à-dire les services réseau eux-mêmes vont être des fonctions qui vont être abstraites et que l'on pourra contrôler et programmer dynamiquement. Donc on voit qu'il y a une complexité additionnelle qui vient se rajouter. Oui, c'est l'additionnel, en effet, elle va se rajouter. Bon, alors flexibilité, c'est les avantages qu'on va avoir, c'est la flexibilité, l'adaptation dynamique, de l'élasticité. On pourra mutualiser, partager, donc aussi augmenter ses revenus. Par contre, la complexité va grandir et ainsi que la variabilité va bien sûr croître. Il y a aussi la complexité de la gestion de ces réseaux et de ces services qui va suivre, tout simplement parce que les entités de réseau, les entités du réseau deviennent elles-mêmes dynamiques. Donc il y a une interaction entre niveaux qui devient plus important. Donc il y a une exacerbation des interactions entre les phénomènes locaux et les phénomènes globaux qu'on connaît dans les réseaux complexes. Il y a une perte de déterminisme qui va être aussi très importante pour la simple raison qu'on aura une vue voilée ou une vue virtuelle de la partie physique. Donc la partie déterministe va aussi être perdue par rapport au référentiel qui est le réseau physique et ça va causer des problèmes de sécurité qu'il faut traiter. Et bien sûr, il y a une obligation qui est le respect des contrats et des accords de service et les conséquences que ça entraîne sur lors de leur violation, ce sont les pénalités. Alors, en apparence, ce serait un point négatif, mais ça peut être aussi un point positif qui va nous permettre justement de contrôler aussi le réseau. Et surtout les engagements, et par conséquent, confiner l'ensemble des sous-graphes ou des comportements locaux à un contrat et un schéma qui est circonscrit et confiné. Alors, pour peut-être illustrer cette histoire de virtualisation, voilà en fait ce que ça va faire. Hein. Ça va permettre de partager l'ensemble de l'infrastructure physique. Donc les petites entités de réseau colorées que vous voyez sont les fractions ou les portions de cette ressource qui sont en fait virtualisées et mises à disposition des tenants, des fournisseurs et des consommateurs sous forme de sous-réseaux dédiés, mais partagés et qui se trouvent sur la même infrastructure. Donc c'est un environnement qui est multi-tenant, multi-fournisseur et multi-consommateur à partir du même infrastructure physique. Donc le plus gros impact, c'est sur la gestion du réseau et sa complexité qui va forcément augmenter. Alors le partage et l'allocation des ressources aux strates et maintien de la qualité est un problème. L'isolation de ces strates, il faut monitorer ce réseau et assumer en fait les contrats établis. Alors, ça nous donne l'avantage de déployer dynamiquement des services réseau. Ils deviennent programmables. On peut donc retirer, rajouter, modifier, remplacer des parties de ce réseau. Donc, pour l'illustrer, on prend un exemple un peu arbitraire qui combine une infrastructure réseau, une infrastructure en nuage qui est répartie sur plusieurs lieux. Et on a une couche de contrôle pour le cas de réseaux programmables et logiciels où on sera en mesure effectivement de déployer en fonction du besoin, de rajouter, de retirer, de modifier ou de remplacer des entités pour répondre à une demande en fonction des variations du comportement complexe et de grande taille, aussi des utilisateurs et des flux qui, en fait,
s'écoulent dans ce réseau. Donc on peut rajouter des entités aujourd'hui, hein. Bien sûr, on les prend à partir du physique, mais c'est la partie réseau logiciel ou virtuel que l'on montre ici qui vient rajouter des services réseau au sein d'un grand réseau dans une infrastructure, dans un grand réseau qui soutient des systèmes eux-mêmes complexes comme des réseaux sociaux par exemple. Donc on va pouvoir aussi bénéficier d'élasticité. Et donc on va avoir des SLA dynamiques, de la négociation, du suivi des instances de service. On va migrer du contexte réseau complet. Des interactions et coopérations interdomaines seront aussi à prendre en compte. Donc on voit que la complexité va devenir d'autant plus grande. Bon, alors l'implication de ces évolutions sur la modélisation, il faut être capable en fait de modéliser toutes les étapes de l'établissement de ces nouveaux réseaux. Alors bon, je pense que je vais vous faire l'économie de ces étapes, mais disons qu'on doit exprimer la demande, allouer des ressources, sélectionner, instancier, suivre les instances qui sont déployées pour s'assurer qu'elles atteignent leurs objectifs et qu'elles respectent les contrats mis en place pour la qualité de service et les accords de service. Et donc le défi actuel qui vient se rajouter, c'est de modéliser ce type de réseaux, qui sont des réseaux gérés, agiles, et de très grande taille aussi, puisqu'ils doivent soutenir des services qui sont eux-mêmes complexes. Donc la question reste un peu ouverte à ce niveau-là. Si on regarde la modélisation aujourd'hui des réseaux complexes, il y a un énorme travail de modélisation de leur structure, de leur comportement, de leurs caractéristiques et de leurs relations et de la relation qui existe entre les nœuds et les liens et l'interconnexion, la connexité et les points de chacun de ces éléments. Et on a identifié des comportements aussi bien dans les réseaux sociaux que dans l'Internet aujourd'hui. L'Internet a une caractéristique de petit monde où les nœuds ne sont pas forcément tous liés, mais joignables en quelques bonds, c'est ce qu'il y a en dessous. Et ça suit une loi assez stable qui est en log du nombre de nœuds qui composent ce réseau. Et l'Internet, les réseaux sociaux et d'autres réseaux peuvent être caractérisés en utilisant ce modèle de petit monde. On a aussi des modèles à invariance d'échelle qu'on appelle scale-free. Ce qui se passe sur ces modèles, c'est que la probabilité qu'on ait qu'à connexion sur un nœud particulier suit une loi de puissance, c'est ce qu'on a trouvé sur le web, mais on retrouve aussi ces comportements en partie sur les réseaux sociaux et sur d'autres réseaux complexes qui ont besoin d'être caractérisés de la même manière. Et on a compris aussi que les réseaux en eux-mêmes, même si on les maîtrise, vont un peu se comporter de la même manière. Alors, il y a une panoplie de métriques pour caractériser aussi ces réseaux. Ces métriques, il y a la centralité, betweenness, des aspects un peu le degré d'un nœud, c'est-à-dire combien il a de liens, est-ce qu'il est proche, est-ce qu'il est distant, et s'il est distant, à combien de bonds, combien il lui faut de segments pour trouver le plus court chemin. Tout ça sont des métriques qui permettent de faire ce genre de caractérisation d'un réseau. Et si on regarde des métriques de centralité, et il y en a une douzaine, on voit à peu près sur l'ensemble des graphes sur votre droite ce que donnerait chacune des métriques. Donc on voit bien que chacune des métriques va donner une vue, une compréhension de ce qui se passe dans le réseau, mais elles vont être relativement proches, mais il va y avoir des différences en fonction des métriques qu'on utilise. Donc le choix des bonnes métriques, la bonne structure, la bonne caractérisation, et un peu à chaque objectif sa métrique. Mais il y a déjà une énorme richesse en termes de métriques pour essayer de caractériser tout ça. Si on prend l'aspect par exemple de betweenness, si on prend deux nœuds dans un réseau, donc relation par exemple entre des personnes dans un réseau social ou dans une communauté, ou des nœuds d'un réseau, ben, ça va tout simplement caractériser, si on prend un nœud particulier et s'il apparaît très souvent entre deux nœuds que l'on essaie d'interconnecter, bon, il va avoir
une métrique qui va être importante pour tout simplement indiquer qu'il est important et donc il écoule du trafic ou il relie des personnes comme un nœud intermédiaire et qu'on passe souvent par cet élément. Même histoire pour la centralité, pour le degré ou pour d'autres métriques. La métrique que vous voyez en bas, en fait, c'est la métrique de Pearson, le coefficient de Pearson. Ce qui fait, en fait, il mesure tout simplement en fonction de nœuds et leurs liens, et en fonction du nombre de connexions globales qu'il y a à l'intérieur du réseau global, on regarde l'ensemble des liens qu'a un nœud K et un nœud J, et on mesure cette quantité. Elle nous permet de comprendre si un réseau est de type associative ou disassociative, et ce que ça nous dit tout simplement, c'est que des nœuds similaires sont fortement reliés si cette quantité est positive. Ou lorsque cette quantité est négative, eh ben, les nœuds en fait tout à fait aléatoires sont aussi liés, et donc c'est un réseau qui a cette caractéristique. Donc voilà une métrique qui nous permet d'en savoir un peu plus sur un réseau complexe ou un système complexe dans lequel on n'a pas de déterminisme. Voilà, donc ça permet aussi d'évaluer la manière dont se propagent les événements et les process à l'intérieur de ces réseaux. Donc par exemple un aspect épidémique, comment le contenu se propage. On peut utiliser ce genre de caractéristiques pour choisir. Oui, il me reste 2 minutes, j'essaie d'activer. Merci. Donc on peut regarder, en fait, on peut utiliser cette métrique pour s'assurer qu'un contenu est livré en priorité ou suit un chemin bien particulier qui lui permet d'être livré de manière plus rapide que d'autres, etc. Donc on voit qu'on peut utiliser ce type d'information. Et il y a des mesures d'interdépendance entre réseaux. Et là, si des réseaux sont caractérisés comme étant interdépendants, ben, les propagations de panne en cascade, il va falloir s'en méfier. Et puis, il faut confiner et empêcher la propagation de ces événements. Il y a d'autres modèles et outils qui servent à caractériser les systèmes complexes et les réseaux complexes. À l'évidence, il va falloir qu'on fasse des efforts supplémentaires sur les aspects prédiction, apprentissage de l'évolution et de la dynamique dans le temps, et dans l'espace et dans les relations de l'ensemble de ces réseaux. Et il y a les modèles stochastiques, la géométrie stochastique, les bornes stochastiques, la théorie des graphes, l'optimisation combinatoire. Mais tous ces éléments-là doivent être quelque part combinés pour arriver à avoir un peu le dernier mot sur une caractérisation fine et maîtrisée de l'ensemble de ces réseaux. Et une autre partie qui est très importante, c'est l'analyse des données en fait qui permettent de mieux comprendre les réseaux et surtout de connaître leur état à tout moment et leur évolution temporelle. Et ce sont aussi des données massives qu'il va falloir traiter. Et on voit le lien avec le reste du workshop qui va justement rentrer dans les détails. Bon, alors en termes de défis et de conclusion, je dirais que le traitement conjoint des sources de trafic et le stress qu'il y a sur ces grandes infrastructures doit être pris en compte. Ben, on a des usages, des comportements, des relations, des patrons de mobilité, ça bouge, il y a des flux applicatifs, il y a des données de monitoring qu'il faut aussi exploiter, il y a des données collectées par les dispositifs et il y a maintenant la migration et le contrôle qui va se rajouter, donc des coûts à prendre en compte. Donc on a besoin de nouveaux modèles et d'outils de capture, d'information et de gestion de ces infrastructures, en plus du fait qu'on doit mieux comprendre leur comportement aussi bien local, global et leurs phénomènes émergents. Et il faudra répartir l'intelligence et maîtriser les interactions entre les niveaux en fonction de ces effets et de ces comportements. Pour justement piloter et gérer de manière autonomique via l'injection de règles et de vérification de propriété de ces réseaux. Donc la mobilité des services réseau va être une composante supplémentaire à traiter qui n'existait pas avant.
La mobilité des services est quelque chose qui est commun et qui est déjà une réalité aujourd'hui, mais le service réseau va aussi être mobile et agile. Donc ça va rajouter une dimension dans la complexité que l'on aura à traiter. C'est aussi en même temps une force. Alors comment transformer cette complexité supplémentaire en une force? Et il faut donc concilier un peu ces deux grands systèmes complexes qui interagissent et qui doivent être coordonnés et optimisés. Alors la question ouverte, c'est comment combiner les outils et les modèles pour mieux traiter la complexité actuelle, mais surtout la complexité à venir. Et quelle est la bonne combinatoire, quels sont les bons outils, à quel moment, quoi. Et ça reste quelque chose qui doit préoccuper l'ensemble des chercheurs et de la communauté et qui préoccupe effectivement les chercheurs de l'Institut Mines Télécom et au niveau national et européen. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis un peu désolé d'avoir dépassé mon temps imparti de quelques minutes encore une fois. Merci. Merci beaucoup, Jamal, pour ce survey, en fait, cette présentation qui fait un peu le point sur l'état d'avancement dans le domaine des réseaux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a une question de Martin. D'accord, c'est toi qui parles. Merci. Martin Wirsing, de l'Université de Munich. Merci pour cette présentation qui était très très intéressante et donner une très bonne introduction à ce qu'on va probablement voir maintenant. Tout de même, est-ce que vous pouvez faire, pouvez relier un peu ce que vous avez dit, les lignes de recherche, avec les lignes de recherche à l'école, à l'Institut Mines Télécom? Oui. Alors, en fait, si on regarde les thèmes de recherche, aujourd'hui, l'ensemble de l'Institut Mines Télécom, c'est sur l'ensemble de ces méthodes sur lesquelles, alors, aussi bien les mesures pour caractériser des systèmes complexes, l'ensemble des départements informatique et réseau et traitement du signal, communication numérique, maths et stats, traitent de ces problèmes. En termes de métriques, il est évident que ce sont des modèles typiquement mathématiques, mais qu'on retrouve aussi bien dans les réseaux sociaux. Donc toutes les personnes qui étudient les réseaux sociaux dès le départ au niveau usage et au niveau relation sociale, donc aussi bien à Télécom ParisTech qu'à Télécom Bretagne ainsi qu'à Télécom Sud Paris, il y a des équipes qui traitent spécifiquement des réseaux sociaux. Il y a même une chaire à ce sujet. En ce qui concerne les métriques en elles-mêmes, on va les retrouver aussi bien au niveau des chercheurs qui travaillent sur les réseaux informatiques et les réseaux en général, mais aussi chez toutes les personnes qui font des réseaux sans fil, des réseaux mobiles ou ad hoc, et qui utilisent ce type de métriques et de caractérisation pour mieux comprendre les phénomènes de routage, mais aussi de couverture radio, par exemple. Je pourrais citer Laurent de Crossefond qui fait ça à Télécom ParisTech, ainsi que Dario Rossi, aussi de la même école, qui regarde les contenus. Ensuite, je peux trouver des collègues aussi bien Télécom Bretagne qu'à Télécom Sud Paris qui en fait utilisent ces métriques pour caractériser. Par exemple, certains ont utilisé la métrique de Katz, qui est en fait une évolution du degré ou
de la caractéristique de centralité, ils l'ont utilisé pour comprendre la mobilité et en fait les comportements des utilisateurs et des terminaux mobiles et des abonnés mobiles par rapport à leur quotidien et par rapport à leurs pratiques et leurs comportements et leurs usages. Et donc cette métrique leur a servi à mieux comprendre en fait et prédire les événements et comprendre où se trouvaient les problèmes pour justement optimiser le réseau. Mais d'autres attaquent ces problèmes soit par la théorie du télétrafic, et aussi bien au niveau des mines qu'au niveau de l'Institut Mines Télécom. Il y a une très forte compétence au niveau de l'ingénierie de trafic et la caractérisation du trafic avec les chaînes de Markov, les Markov Decision Processes, etc. Donc je pense qu'il y a une très forte compétence au sein de l'Institut en général, et on combine en fait nos connaissances aussi pour s'attaquer et mieux caractériser, optimiser ces réseaux. Et c'est vrai aussi de l'ensemble des éléments que vous avez là. Au niveau du data mining, de la prédiction et de l'apprentissage, on pourrait citer un collègue qui est cher CNRS à Télécom Sud Paris, mais tout autant d'autres personnes qui travaillent sur Big Data Analytics à l'école. Donc on est nombreux à avoir ces connaissances. Ça a répondu à ta question. Grosso modo, il faut juste pour refaire une synthèse en diagonale, les activités de réseau, architecture de réseau, globalement, grand réseau, c'est au niveau des 3 grandes écoles télécom de l'Institut Mines Télécom, ce qui est tout à fait logique, si j'ose dire. Donc c'est Télécom Paris Tech, Télécom Sud Paris et Télécom Bretagne. Il y a des aspects, l'aspect plutôt réseaux sociaux maintenant, donc on change un peu de sémantique. Ça, c'est plutôt Télécom Sud Paris, ancrage à Télécom Sud Paris, donc Télécom École de Management, et également avec des contributions des 3 autres écoles que je viens d'évoquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a plein de questions. Alors, Claude Jarre d'abord, là, voilà. Je vais me permettre une remarque très rapide. Là, on est face à des objets de recherche qui sont des systèmes dynamiques, complexes et bouclés, puisqu'il y a une rétroaction entre observation, contrôle, etc. Et ça, il me semble que c'est un terrain de jeu formidable qui va croiser les compétences en informatique et les compétences en automatique. C'est quelque chose que je ne vois pas trop dans ton théorie du contrôle automatique. Il y a beaucoup de grains à moudre là en croisant ces 2 communautés. Oui, mais pour la stabilité, pour la cohérence entre l'ensemble des niveaux qui s'adaptent et qui doivent de manière cohérente en fait converger vers un système stable. Donc il y a bien effectivement les 2. Oui, sinon une question. Vous parlez beaucoup de réseaux et vous parlez aussi de systèmes. Est-ce que tout ce que vous avez défini ou proposé pour les réseaux s'applique au système? Oui, alors on peut retrouver ça sur un VLSI chip, on peut retrouver ça aussi sur un système informatique qui est lui-même virtualisé avec beaucoup d'agilité, par exemple. Si on considère par exemple un avion qui est un système. Oui, absolument. C'est aussi un système complexe, c'est un système complexe avec des exigences très fortes de sécurité, de sûreté et de garantie. Donc c'est encore plus dominant que certains cas qui seraient plus tolérants à l'incertitude, à une dégradation de la qualité. Là, les garanties doivent être très fortes et il n'y a pas de marge pour la tolérance. Donc ces systèmes sont complexes effectivement et doivent être encore plus maîtrisés. Mais en général, on cadre, on confine et on circonscrit les comportements de chaque élément de ce grand réseau complexe pour s'assurer qu'il n'y a pas de panne en cascade, de propagation de phénomènes de panne ou de dégradation ou d'anomalies. Donc on va aussi étudier et faire en sorte
que dans ce système, les choses ne pourront pas se propager. Les études et les métriques que vous voyez ici pourraient être utiles dans le sens où si on s'assure que tout n'est pas trop interdépendant, on peut aussi freiner la propagation d'un événement et éviter des propagations en cascade qui peuvent entraîner des catastrophes dans de tels systèmes. Oui. Oui, Jamal, merci déjà pour ta présentation que j'ai trouvée très, très didactique. Moi, j'avais une question concernant l'hybridation des utilisateurs du réseau ou des nœuds des réseaux. Oui. Je prends par exemple l'Internet des objets connectés, donc c'est un réseau d'objets connectés. Derrière des objets connectés, en général, il y a des utilisateurs. Donc on peut considérer qu'il y a une interpénétration d'un réseau d'objets et d'un réseau d'individus. Comment intègre-t-on le facteur humain dans la modélisation de ce réseau complètement hybridé ? Ok. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut un modèle comportemental. La relation qu'ont ces sujets, on va dire, pour ne pas dire objet, comme ça on parle d'être humain ou de personne. Et ce sont ces profils, ces comportements eux-mêmes qui doivent être associés aussi à l'ensemble des dispositifs, sachant qu'une personne va avoir je dirais un petit phénomène, petit monde ou un graphe très particulier qui est son graphe personnel et l'ensemble des dispositifs autour de lui et ensuite ses interactions avec le reste du monde. Donc c'est un peu comme ça qu'on va intégrer les choses. Maintenant, est-ce que l'être humain est lui un acteur et il fait partie du modèle en lui-même et on l'intègre dans le réseau complexe? Effectivement, il faut prendre la personne ou les personnes et l'ensemble des personnes et les intégrer en fait lorsqu'on va rapprocher ces deux plans ou ces réseaux complexes et les combiner et les mixer ou les intégrer. Donc il faudrait que les personnes fassent partie en fait de la caractérisation même du réseau complexe et deviennent un élément. Mais dans les réseaux sociaux, ils le deviennent. Un nœud est directement lié à ce que fait la personne. Donc dans la caractérisation d'un réseau social, on a quelque part intégré le comportement de la personne. Si on veut modéliser par exemple un système de distribution de contenu comme un réseau complexe, il est certainement en partie. Il s'optimise, il place de manière optimale et il décide de manière assez autonome. Et il n'est pas forcément piloté par le réseau. Il fait aussi ses actions. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Je voulais poser une question sur... vous avez parlé des contacts que vous avez inter-écoles, là, école du Paris, Télécom Paris Sud, Télécom Paris Tech, etc. Sur ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement important. Avez-vous des contacts avec d'autres équipes parmi les très bonnes en France, qui sont l'équipe de l'IP6, Complex Networks, par exemple, ou l'équipe du LSTA Paris 6, l'interstatique théorique? Parce absolument. Que dessus, ils travaillent pas mal aussi. Donc oui, absolument. Il y a une forte relation entre l'IMT et l'UPMC, et aussi nos partenaires du plateau de Saclay qui regardent ces choses-là. Par exemple, si on regarde la géométrie stochastique et les modèles stochastiques, on va les retrouver aussi à Supélec, à Paris 11 et à l'UPMC, et on travaille avec l'ensemble de ses collègues. Mais c'est aussi vrai des autres régions où l'Institut Mines-Télécom est implanté. On a aussi des relations fortes avec nos partenaires académiques et même industriels. Bonjour, alors merci pour votre présentation. En fait, j'avais une question et une petite remarque sur la complexité. Est-ce que, j'ai vu que c'était pas exactement très marqué dans la présentation, mais il y avait quand même des petits exemples. La théorie de la complexité du calcul, vous la prenez en compte comment dans la complexité des réseaux? Parce que tout à l'heure, sur la slide 9, je crois, vous mettez que l'isomorphisme de graphe, c'est NP difficile. C'est pas forcément... Voilà, j'en ai pas trop parlé, effectivement. Mais en fait, ce que je voulais savoir, c'est que vous faites toujours l'hypothèse que vos réseaux, ils sont pas forcément très bien définis, parce qu'ils sont dynamiques, il y a des pannes, etc. Mais est-ce que justement, on ne pourrait pas tirer profit d'une structure très particulière
de réseaux, par exemple dans des data centers ou des CDN. Et là, par exemple, le problème de localisation ou de placement des tâches, il devient facile, oui, alors que voilà. ce n'est pas le cas dans des réseaux généraux. Voilà, dans les réseaux généraux, c'est certes souvent NP difficile, mais il faut aussi faire le nécessaire pour avoir des modèles qui passent à l'échelle. Bien sûr. C'est ça le problème de fond. Donc on peut prendre des problèmes NP difficiles et ces langues d'attaque, la modélisation, la compréhension du modèle en lui-même et la transformation de ce modèle, il faut vraiment l'amener vers une résolution qui est linéaire, qui est en polynomial et qui se résume peut-être en discret binaire 0,1. Si je peux me permettre, l'audience étant assez large, NP difficile, c'est non polynomial, ça veut dire des choses qui ne sont pas traitables par des algorithmes qui peuvent converger en un temps raisonnable. Oui, voilà. C'est-à-dire pour accélérer la convergence et surtout gérer les grandes tailles. Ouais. Alors on a réussi par exemple à faire de l'optimisation conjointe, nœuds et liens dans des réseaux qui soient de type CDN ou même des réseaux d'infrastructure. Et on le fait en une fois, en des temps polynomiaux, voire résolution et solution linéaire. Mais il faut modifier les modèles et il faut tout simplement éliminer la complexité dans les fonctions objectives, comment on exprime les quantités qu'on doit optimiser qui représentent le système à optimiser. Et il faut s'appuyer sur des contraintes en fait. D'accord. Il faut essentiellement mettre tous les problèmes qui sont difficiles à résoudre dans les contraintes pour y arriver plus facilement. C'est typiquement comme ça qu'on y arrive, quoi. Merci Jamal. Je me permets une petite question à laquelle, si tu pouvais répondre par oui ou par non. Mais la réponse n'est certainement pas simplement oui ou non. Comme nous organisons et nous allons mettre en place quelque chose qu'on va appeler les séminaires de la controverse, il y avait une controverse scientifique sur l'évolution de l'architecture de l'Internet, incrémentale versus ce qui s'est appelé le clean slate. Donc on efface tout et on repart à zéro. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt de l'évolution, qu'on a abandonné le clean slate, ou est-ce qu'il y a encore des tenants du débat qui disent que de toute façon il faut repartir à zéro? En fait, si les réseaux deviennent effectivement agiles, on va réussir à faire de cette évolution un remplacement qui va finalement mener éventuellement à du clean slate, et un changement total en fait des architectures, mais on pourra le faire que de manière douce et la transition doit se faire par remplacement graduel. On n'y arrivera pas comme ça. Alors oui, on a des solutions et des infrastructures qui peuvent être complètement clean slate, mais ensuite elles interopèrent avec rien ou elles sont complémentaires et à un moment donné elles sont à côté si elles sont interopérables et ensuite elles peuvent finalement remplacer. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre et c'est peut-être un faux débat parce que la science doit avancer. C'est un faux débat, donc c'est peut-être une controverse quand même, c'est ça. Merci beaucoup. Très bien, je suis sûr que Annie a son idée aussi sur cette question.